we see the same thing, the same evolution if we examine the history of computing. There's a lot of times where people will just go out, meet someone. Hi, I'm Sergey. And I'm Larry. And so we're building the software to make that easy to do. Si elle n'est pas le seul lieu au monde, la côte ouest des États-Unis fait rêver dès que l'on parle de tech. Nous sommes allés à la rencontre de ceux qui font la tech au quotidien, des lieux qui ont marqué son histoire, sa culture et des sites qui, aujourd'hui encore, font battre son cœur. Embarquez avec nous dans les pas des géants de la tech. Tout a commencé à l'université de Stanford. C'est là qu'un professeur d'ingénierie électronique, considéré comme un des pères fondateurs de la Silicon Valley, donne l'idée à ses étudiants de rester sur la côte ouest pour développer leurs idées dans une région en pleine expansion. Deux de ses élèves vont l'écouter, David Packard et William Hewlett. Nous sommes au début des années 1930. Dans le garage de l'appartement de Packard à Palo Alto, ils se réunissent et inventent un oscillateur audio pour tester les équipements, notamment des salles de cinéma. Leur premier client ne sera autre que Disney pour son film Fantasia. Ils fondent surtout Hewlett-Packard HP en 1939, donnant naissance au fameux mythe du garage comme berceau de nombreuses entreprises de la Silicon Valley. De Google à Apple et même à Amazon, plus au nord à Seattle, le garage reste incontournable des histoires des plus grandes entreprises tech américaines. Et s'il y a un endroit dans la Silicon Valley qui raconte l'histoire des ordinateurs et de l'informatique mieux que personne, c'est le Computer History Museum, un endroit fabuleux où l'on retrace 2000 ans d'informatique avec des machines, pour certaines, plus que centenaires. S'il y a bien une pièce du musée qui pourrait se targuer d'être à l'origine de l'ordinateur moderne, c'est bien Enigma, la fameuse machine utilisée par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale pour chiffrer n'importe quelle communication militaire grâce à un système de retors très complexe qui permettait de remplacer une lettre par une autre et qui a poussé notamment les Alliés à chercher des solutions. Eh bien la solution, ce sera la bombe, une machine conçue par le mathématicien Alan Turing, un modèle mathématique qui permettait de simuler n'importe quel algorithme et de faire surtout des milliers de calculs en un temps record. Enigma a posé les bases du chiffrement moderne, Turing celle de la programmation informatique. Aujourd'hui, n'importe quel ordinateur moderne base son raisonnement sur le principe de la machine de Turing. Turing, un inventeur qui ne connaîtra, lui, de son vivant, aucun ordinateur moderne. Dans les années 50, avoir un ordinateur, ça voulait dire lui consacrer une pièce entière. En 1959, eh bien, un ordinateur voit le jour, le PDP-1, conçu par DEC. Un écran, un clavier et une colonne beaucoup plus petite. Le mini-ordinateur est né, mais surtout cet ordinateur a une particularité, il permet désormais des interactions en temps réel entre l'utilisateur et la machine. Vous tapez une commande sur le clavier, vous avez la réponse en temps réel, plus besoin d'attendre des heures. L'autre révolution arrive en 1962 avec la sortie du jeu Space War, un jeu conçu par les étudiants du MIT, des adeptes du hacking, ce que permettait cet ordinateur, mais surtout Space War est le premier jeu ordinateur sur lequel on peut jouer à 2 joueurs en temps réel. Et oui, le multi est né dès les années 60. Il engendrera beaucoup d'autres jeux qui s'en inspireront, notamment des jeux comme Pong, toujours et encore. Et surtout, le PDP-1 révolutionne l'ordinateur dans les années 60 en instaurant la lignée des mini-ordinateurs, ces ordinateurs que l'on dit un peu plus personnels ou partagés entre équipes. Désormais, vous avez un ordinateur qui prend un petit peu moins de place. Rendez-vous compte, à l'époque, sa capacité, c'était 9 mégaoctets. Mais il y a une question à laquelle même le musée est incapable de répondre. Qui a inventé le premier ordinateur? Est-ce l'Atanasoff Berry ou l'ENIAC? Question toujours en suspens. Google, qui du haut de ses bientôt 27 ans, doit notamment sa renommée à son moteur de recherche. Aujourd'hui, il est en forte concurrence, mais il maintient le cap. Nous sommes allés à la rencontre de Pandu Nayak, Chief Scientist de Google Search, pour en connaître tous les secrets et son importance pour l'entreprise.
Pandou Nayak, merci de nous recevoir ici. Nous sommes ravis de vous parler. Vous êtes le scientifique en chef de Google Search, ici à Mountain View. Comment décririez-vous exactement ce rôle? Mon rôle, c'est de trouver des façons d'appliquer ces technologies pour construire la meilleure recherche possible. C'est une période vraiment remarquable. Il y a énormément d'opportunités. Mon travail consiste à aider nos équipes à intégrer ces technologies incroyables, l'intelligence artificielle et tout ce qui l'entoure, pour créer une expérience de recherche exceptionnelle. Search était au départ une idée pour améliorer la manière dont on cherchait sur Internet. Quels étaient les principes fondateurs de la recherche? Oui, je pense que ce qui est remarquable avec la recherche Google, c'est qu'elle repose sur deux grands principes. Le premier, c'est bien sûr la pertinence ou l'utilité. Quand vous faites une recherche, vous voulez que les résultats correspondent à ce que vous cherchez. Mais l'autre, tout aussi important, c'est la qualité et la fiabilité de l'information. Google a toujours mis cela en avant depuis ses débuts. Quand Google est arrivé, il y avait déjà beaucoup de moteurs de recherche qui tentaient de fournir des résultats pertinents. Mais Google a été le premier à vraiment insister sur la fiabilité de l'information, avec l'introduction du PageRank comme mesure de cette fiabilité. Ce souci de mettre en avant des sources fiables reste central encore aujourd'hui. Et c'est, je pense, une des raisons pour lesquelles les gens font confiance à Google. Qu'est-ce qu'un bon résultat de recherche selon vous? Pour moi, un bon résultat est un résultat qui vous aide vraiment. Il doit être utile. S'il ne l'est pas, ce n'est pas un bon résultat. Au début, c'était uniquement pour les pages web, avec les techniques de récupération d'informations. Mais avec le temps, Internet a commencé à proposer une multitude d'images et de vidéos, et les gens en voulaient. Nous avons donc développé toute une technologie de recherche d'images et de vidéos, puis la recherche universelle. Ensuite, la transition vers le mobile a été énorme. Elle a changé la nature même des questions posées. Soudain, on se retrouvait en déplacement. Des requêtes comme « restaurant près de chez moi » sont devenues courantes. Puis, dans les années 2000-2020, il y a eu une montée en puissance de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage profond, le deep learning, que nous avons intégré dans les algorithmes de classement. Et aujourd'hui, l'IA générative ouvre encore de nouvelles voies avec des fonctionnalités de découverte assistée par IA, comme les IA Overviews ou les vidéos. Comment évaluez-vous l'évolution de la recherche au fil de vos années chez Google? Un fait frappant, chaque jour, environ 15% des requêtes que nous recevons sont totalement nouvelles. Cela reflète l'immense curiosité humaine et nous pousse à innover sans cesse pour mieux y répondre. Quels sont les principaux défis techniques et éthiques que vous rencontrez en intégrant l'intelligence artificielle dans la recherche? Le principal défi technique, c'est que l'IA est puissante, mais pas infaillible. Il y a le problème des hallucinations, où l'IA invente des faits. Nous avons développé des techniques pour limiter cela en nous appuyant sur les résultats de recherche pour corroborer les réponses. Grâce à ces techniques, la qualité des AI Overviews est équivalente à celle des extraits optimisés, les Featured Snippets. C'est très important pour nous, car nous voulons que les gens
puissent faire confiance à nos résultats. Avec l'IA et la recherche multimodale, quel est l'avenir de Google Search? Quand on facilite la recherche, les gens recherchent davantage. Et l'IA va encore plus loin. Ce n'est plus seulement du texte, ce sont aussi des images, des vidéos, de l'audio. Cette multimodalité permet de poser des questions plus riches et plus complexes. À court terme, nous voyons des opportunités avec la découverte pilotée par IA, comme les AI Overviews. D'autre part, les fonctionnalités comme Google Lens ou Circle to Search deviennent multimodales. Par exemple, vous pouvez pointer votre appareil photo sur un menu dans une langue étrangère et obtenir la traduction directement sur l'image. Quand vous êtes arrivé chez Google il y a 20 ans, imaginiez-vous que la recherche évoluerait autant? Quel était votre rêve? Avant de rejoindre Google, je pensais que la recherche marchait déjà très bien. Je me demandais ce qu'il restait à faire. Mais après avoir rejoint l'équipe, j'ai compris qu'il y avait un potentiel énorme. Je ne pensais pas qu'on irait aussi loin, mais je savais que ce qu'on faisait n'était qu'un début. Aujourd'hui, l'IA nous permet d'aller au niveau supérieur. Google et son immense campus où l'on croise des employés à vélo, une boutique immense et surtout des bonhommes Android aux quatre coins du site de Mountain View, un campus géant à l'instar de celui de l'Apple Park de Cupertino, autre lieu iconique avec celui de Meta à quelques pas de là du côté de Palo Alto. Des lieux où les Français sont aussi de plus en plus en vue. Depuis plus de 30 ans, la Silicon Valley attire les talents hexagonaux qui sont de plus en plus nombreux à démarrer leur start-up ici même, avec de doux rêves en tête et quelques déconvenus aussi parfois. C'est ce que nous explique Reza Malekzadeh, le président de la French Tech San Francisco. Reza Malekzadeh, bonjour, vous êtes le président de la French Tech San Francisco, cette fois. En quoi votre mission est différente de la French Tech qu'on connaît en France ? Donc bonjour, effectivement je suis président de la French Tech à San Francisco. Ici, la French Tech est une association à but non lucratif dont l'idée et l'objectif est de mettre en avant la marque France. Donc d'aider l'entrepreneuriat français, le talent français et puis les réussites françaises à être connus dans cet environnement américain auprès du public de la Silicon Valley. Qu'est-ce que ces startups françaises, donc venues de France ou créées en Californie, viennent vous revoir pour vous demander quoi, des conseils, de l'aide? Comment ça se passe? Alors en fait, ils viennent généralement parce qu'ils ont besoin de comprendre comment les choses fonctionnent ici. Donc surtout quand ils viennent de France, ils ne connaissent pas l'environnement culturel américain, ils ne connaissent pas les investisseurs américains ou les avocats américains ou comment les choses se font ici. Donc ils viennent d'abord pour essayer de comprendre l'environnement. Ils viennent aussi pour faire de la mise en relation parce qu'ils ont envie de rencontrer du monde. Ils ont envie de rencontrer soit des entrepreneurs qui ont eu une histoire équivalente à la leur avant, et qui donc peuvent partager une expérience. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que le talent français et l'entrepreneur français est de plus en plus reconnu. Il bénéficie d'une image très positive dans la Silicon Valley. Donc vous allez avoir aussi bien des entreprises américaines qui vont être intéressées par de nouvelles technologies ou des talents français. Et puis, il y a aussi des execs, donc des Français qui ont réussi dans des boîtes américaines, mais qui veulent d'une certaine façon rendre à la communauté et sont prêts à dédier du temps et du conseil à ces nouveaux arrivants en fait. Ça fait 30 ans que vous êtes en Californie, donc vous avez quand même un œil averti et aguerri sur les startups françaises qui viennent s'installer. Est-ce qu'il y a eu un gros changement
ces dernières années? Dans les années 2000, ici, au tout début, c'était beaucoup plus tout ce qui était e-commerce, tout ce qui était .com, etc. Puis il y a eu une espèce de creux de vague parce que ça n'a pas forcément eu les succès que les gens voulaient. Aujourd'hui, évidemment, c'est la vague de l'IA. Donc le profil technologique va être très différent. Par contre, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir qu'au fur et à mesure, les entrepreneurs français montrent de plus en plus d'ambition internationale et mondiale, et où, je pense, les premières vagues de start-up dans les années 90 ou 2000 françaises allaient généralement chercher à se faire acheter assez rapidement, ce qu'on a vu beaucoup. Aujourd'hui, il y a vraiment un désir de créer quelque chose de beaucoup plus long terme. On va venir lever de l'argent pour essayer de construire quelque chose qui va durer et avec la même ambition, le même niveau d'ambition finalement que les entrepreneurs américains ont. Et ça, je trouve que c'est vraiment génial. Est-ce que le contexte géopolitique actuel facilite les choses ou non pour une entreprise française qui veut s'installer ici? Alors malheureusement, non, ça ne facilite pas les choses. Le premier problème aujourd'hui, c'est la problématique des visas. Parce qu'en fait, les États-Unis ont quand même une immigration assez compliquée. Et donc même un entrepreneur qui veut venir a besoin d'un visa. Il y a plein de visas de types de visas disponibles. Mais aujourd'hui, ça devient de plus en plus dur d'en avoir un. L'administration fait beaucoup d'excès de zèle. Et donc vous allez avoir une première problématique liée à ça. Et puis après, il faut aussi voir que j'ai vu récemment des gens qui, juste philosophiquement, n'avaient plus envie de rester ici ou de venir ici parce qu'ils pensent que ça ne correspond plus à un environnement dans lequel ils ont envie de vivre. Et donc, du coup, des gens qui vont peut-être attendre avant de revenir ici que l'administration potentiellement change ou aller dans d'autres pays. L'histoire de la tech mondiale s'écrit aussi plus au nord, du côté de Seattle, à Redmond, un lieu qu'a choisi Microsoft il y a 50 ans pour démarrer son aventure, et un siège énormissime fort de plus de 130 bâtiments entre lesquels l'on circule en véhicules estampillés. On peut aussi y découvrir 5 décennies dédiées à rendre l'informatique populaire, grand public et incontournable, et désormais tournée vers l'intelligence artificielle. Et pour l'occasion, nous sommes allés discuter avec Eric Boyd, en charge de la plateforme d'intelligence artificielle, et surtout avec Christa Savori. Ses travaux ces 20 dernières années ont donné naissance à ce qui sera sans doute la prochaine révolution, la puce quantique. Eric Boyd, merci de nous recevoir ici chez Microsoft. Vous êtes responsable de la plateforme IA et nous avons plein de questions sur l'IA pour vous. Vous êtes chez Microsoft depuis 15 ans. Pourquoi travaillez-vous sur l'IA depuis le début? J'ai rejoint Microsoft initialement pour travailler dans l'équipe des publicités Bing. Et vous savez, une des choses que les gens ne réalisent peut-être pas, c'est qu'on ne peut pas vraiment avoir un moteur de recherche sans IA. Tout, depuis la façon de classer les différents résultats qui reviennent, est basé sur l'IA. Même pour les publicités qu'on veut montrer aux clients, comment penser aux annonces les plus pertinentes, il y a des algorithmes pour tout ça. Depuis, ça a beaucoup progressé, et une grande partie des fondations que Microsoft a construites en IA vient du travail fait sur Bing. On a développé des modèles de vision, des modèles pour comprendre la reconnaissance vocale, et cela est devenu la base des solutions que nous vendons maintenant via Azure AI. C'est vraiment un processus de construction qui s'étale sur plusieurs décennies, bien avant Bing. Donc vous nous dites que Microsoft n'est pas un nouveau concurrent dans le domaine de l'IA. Ce qui est intéressant, c'est que le monde a découvert l'IA récemment, avec l'arrivée de ces nouveaux modèles il y a quelques années. Et tout le monde pense que c'est un succès du jour au lendemain. Comme la plupart des succès du jour au lendemain, c'est en fait le fruit de plusieurs décennies de travail. Microsoft Research a été lancé il y a 25 ans. Nous avons eu des avancées en IA dans les années 80-90. Microsoft est vraiment à la pointe depuis des années. Pour nous, c'est très naturel de continuer à pousser l'IA, mais oui, pour beaucoup, ça semble être sorti de nulle part. Quelle était la première idée pour l'IA chez Microsoft? Quel était l'aspect philosophique d'intégrer ce qui ne s'appelait pas encore l'IA à l'époque? Les racines remontent vraiment aux années 60, avec toute cette recherche académique sur la question « Peut-on apprendre aux machines ?» Il y avait beaucoup de domaines explorés, comme les jeux d'échecs. Chez Microsoft, on savait qu'il y aurait des applications concrètes, mais on ne savait pas encore où exactement. C'est là que Microsoft Research a commencé à investir dans la recherche pure pour faire avancer cette frontière.
Ça a commencé à apparaître dans plein de produits différents. On pense notamment à Clippy, qui n'est pas notre plus grande fierté, mais qui illustre bien ce qu'on imaginait à l'époque. Clippy est sorti dans les années 90, mais on voit surtout l'IA dans les produits comme la reconnaissance vocale. Aujourd'hui, on trouve normal d'envoyer un message vocalement plutôt que de taper. Et derrière ça, il y a de l'IA. L'IA s'est affinée au fil des années et a vraiment pris son envol dans les années 2010. Depuis, elle s'intègre progressivement dans tous nos produits. Microsoft va avoir 50 ans. L'IA est-elle le plus grand changement dans l'histoire de l'entreprise? Ou est-ce plutôt une évolution naturelle? C'est une question intéressante. Je dirais que nous avons clairement pivoté d'une façon que je n'avais jamais vue. Nous avons un partenariat avec OpenAI et quand on a vu des modèles comme GPT-4, Satya Nadella a réuni ses équipes et leur a demandé de préparer des plans pour intégrer ça dans leurs produits. Chez Microsoft, tout est planifié des années à l'avance, mais tout a été mis de côté pour faire quelque chose de complètement différent. C'est un vrai tournant, unique dans ma carrière et même dans mes 15 années chez Microsoft. Parlons d'OpenAI. Vous avez beaucoup investi dans ce partenariat. Pourquoi choisir cela plutôt que de tout faire en interne avec votre R&D? En fait, on fait les deux. On continue de développer nos propres modèles tout en collaborant avec OpenAI. Ce partenariat a commencé il y a des années, quand on a reconnu qu'OpenAI était un laboratoire innovant dans ce domaine. Ils ont vu les mêmes tendances que nous. La puissance des grands modèles de langage. À l'époque, les modèles étaient tellement grands qu'on n'imaginait même pas qu'ils puissent exister. Mais on a eu l'idée commune de construire un super ordinateur très puissant, le 4e plus grand au monde à l'époque, pour entraîner un gros modèle. Et ça a largement dépassé nos attentes. C'est le pari que nous avons fait ensemble. On pense que ça va être quelque chose d'énorme et de très intéressant. Et ça a été un succès incroyable pour les deux. Vous investissez beaucoup dans l'IA en Europe, notamment en Allemagne et en France. Quelle importance cela a-t-il pour vous d'être présent là-bas? On essaie vraiment d'être là où sont nos clients. Nous sommes une entreprise globale, on sert évidemment les États-Unis, mais aussi une énorme base de clients en Europe et en Asie. On veut s'assurer de bien desservir nos clients partout dans le monde. On a des cas clients partout. Par exemple, en France, on travaille avec Legrand, un fabricant de milliers de produits qui utilise l'IA pour aider ses commerciaux à comprendre leurs différentes fonctions. Ce genre d'usage se retrouve partout dans le monde et on veut être connecté partout. Pensez-vous qu'il y a des talents en France? Oui, il y a clairement du talent en France. Nous avons un bon partenariat avec Mistral, une entreprise française qui produit d'excellents modèles de langage. Nous travaillons avec des talents partout dans le monde. Le défi, c'est de savoir comment les valoriser et permettre aux gens de faire des choses incroyables. Ça, c'est notre objectif. Bonjour Krista, ravie de discuter avec vous. Vous êtes responsable du développement quantique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce que c'est? Oui, alors ceci, c'est notre microprocesseur sur une puce. Et sur cette puce, nous avons un tout nouveau type de qubit qui alimente l'ordinateur quantique, appelé un qubit topologique. Il repose sur un type de matériau très spécial que nous avons inventé et développé ici chez Microsoft. C'est ce que nous appelons un topoconducteur, un nouveau type de matériau. Vous avez peut-être entendu parler des semi-conducteurs qu'on utilise par exemple même dans les téléphones portables. Et puis, il y a les supraconducteurs.
Eh bien, ceci, c'est un nouveau matériau appelé topoconducteur. Il nous permet de construire un ordinateur quantique qui possède toutes les bonnes propriétés pour passer à l'échelle d'1 million de qubits. Et cette puce ici même, elle contiendra à terme 1 million de qubits. 1 million de qubits dans ma main, c'est le début d'une révolution. Et ça signifie quoi pour les gens ordinaires, pas les chercheurs comme vous? Ça va changer les choses? L'informatique quantique est fondamentalement différente de ce que nous avons avec ce qu'on appelle les ordinateurs classiques. Ce sont vos ordinateurs numériques, superordinateurs, tous les ordinateurs du monde. Il se trouve qu'il y a certains problèmes que ces ordinateurs ne pourront jamais résoudre, même pendant toute la durée de vie de l'univers. Nous voulons donc être capables de résoudre ces problèmes. Ces problèmes, en fait, peuvent aider à lutter contre des choses comme le réchauffement climatique. Ils peuvent aider à la durabilité. Et nous pouvons aussi créer potentiellement de nouveaux médicaments, de nouveaux traitements et vraiment aider les gens sur la planète. J'aimerais parler avec vous de Microsoft Discovery, parce que c'est une toute nouvelle annonce. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce que c'est? Microsoft Discovery, c'est vraiment une plateforme génétique d'entreprise qui regroupe des agents et des capacités, comme Copilot, vous voyez, pour les scientifiques, pour vraiment permettre aux scientifiques de découvrir de nouvelles choses et d'inventer de manière plus efficace. Donc nous voulons vraiment aider les scientifiques à être plus productifs. Et avec le temps, Microsoft Discovery pourra aussi fonctionner avec un ordinateur quantique. Par exemple, ici chez Microsoft, nous avons utilisé Microsoft Discovery pour littéralement découvrir un nouveau fluide de refroidissement, un fluide émergent, qui peut être utilisé pour refroidir nos ordinateurs numériques. Et ce fluide prototype, nous l'avons découvert en seulement 200 heures de calcul informatique. Normalement, cela aurait pris, vous savez, des mois, voire même des années, pour trouver un tel produit chimique, un nouveau fluide. Quelle est la prochaine étape pour le quantique? Alors le quantique s'intègre à l'intelligence artificielle et au calcul haute performance. Nous voyons donc le quantique comme une autre capacité, un autre type de calcul qui sera juste à côté de vos capacités d'IA, de vos agents, de vos GPU et de vos CPU. Les centres de données sont remplis de différents types de calculs et de capacités. Le quantique sera donc là, aux côtés des autres, et la façon dont nous le voyons, c'est comme une manière d'augmenter la précision, la prévisibilité et la vitesse de certains modèles, par exemple d'IA. Mais ça permet aussi d'avoir accès à des solutions que vous ne pouvez trouver nulle part ailleurs sur la planète. 50 ans de Microsoft, 50 ans pour Apple l'année prochaine et bientôt 30 ans pour Google et 20 ans pour Meta. La tech américaine se porte finalement comme une petite jeune, pleine d'innovations à nous faire vivre et de secrets encore aussi à nous dévoiler. Mais ça, ce sera pour une prochaine aventure.